Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro de transmission, ce nouveau numéro d'actu. Et puis de toute façon, on ne fait quasiment plus que des numéros d'actu, mais on vous prépare quand même d'autres surprises. Restez bien connectés sur tous nos médias sociaux, n'est-ce pas? Transmissionlepodcast.com, puis on est aussi sur YouTube, on est sur Spotify, toutes les applis de podcast, Acast, et aussi sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, YouTube, voilà, et tous ces genres de choses. Je dis nous, je dis on, mais de qui parle-je? Je parle de moi-même, mais aussi ce soir de Lucien Alflantz. Bonsoir Lucien. Salut Oli et salut Manu. Salut les gars, enfin Lucien de retour. Incroyable. Et oui, et nous enregistrons aujourd'hui à Liège. Nous sommes venus à Lucien, puisque Lucien ne veut jamais venir à nous, alors nous sommes venus à Lucien. Si on fait les comptes... Alors, un nouveau numéro d'actu avec un programme quand même, somme toute, relativement léger, puisque nous parlerons ce soir de Anora, le film de Sean Baker, qui a obtenu la Palme d'Or, comme vous le savez sans doute. Puis on parlera de Juror Number 2, juré numéro 2. Le film... Hashtag tout. Ouais, juré hashtag 2. Le film, donc, de ce bon vieux Clint Eastwood. Alors, un bon numéro de transmission commence bien sûr par un bon quiz. Yeah. Donc on lance Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Alors, en l'honneur de Anora, aujourd'hui, un quiz consacré à la prostitution au cinéma. Alors... un sujet vaste, j'avais tellement de questions qui me venaient en tête, les questions étaient très très faciles à rédiger. Il y avait deux choix, c'est-à-dire où on avait un quiz sur les films judiciaires ou sur les films... Bon, bref. Alors, 4 questions et une bonus. Et le premier qui dit c'est combien la passe a la main. Et celui qui gagne a le droit de me faire les relances. Comment se faire outer mais en une émission? Première question. En 1957, dans quel film réalisé par son propre mari, Giulietta Massina incarne-t-elle une prostituée au grand cœur? Répète la date. En 57. C'est quoi la phrase? C'est combien la passe? Oui, Lucien. Je suis plus certain du titre. Juliette... non? Juliette des Esprits, tu penses? C'est à ça que je pense. C'est une mauvaise réponse. Et c'est Les Nuits de Cabiria, bien bah sûr, le film qui précède la Dolce Vita de ce grand Federico Fellini. 0 point pour personne. Deuxième question. En 1980, dans quel film Richard Gere incarne-t-il le rôle d'un escort boy devant la caméra de Paul Schrader? Je passe la passe combien? Quoi? C'est combien la passe? Manu. American Gigolo de Paul Schrader. Excellente réponse, 1 point pour Manu. Troisième question. En 1984, dans quel film Kathleen Turner tient-elle le rôle d'une styliste le jour, prostituée la nuit pour le Britannique Ken Russell? Je vois l'affiche en plus. Bah alors quoi les gars, réveillez-vous. C'est bien sûr Les jours et les nuits de China Blue. Alors, en 2004, dans quel film de Greg Araki Joseph Gordon-Levitt est-il un jeune prostitué passant des suburbs à New York City? Ça se passe au pass, putain, je retiens pas. C'est combien la passe? C'est combien la passe? Manu. Mysterious Skin. Mysterious Skin, ça fait 1 point pour Manu et 1 point pour Lucien. Il y a une question on bonus. est nul en prostitution. Ouais, vous êtes nul en prostitution. Mais vous êtes plus fort en prostitution masculine que féminine. C'est vrai. Alors, question bonus. Dans ce même film, l'actrice qui incarne la mère du personnage de Joseph Gordon-Levitt incarnait elle aussi une prostituée dans un film de 1995 avec Nicolas Cage. Quelle actrice, quel film? Elizabeth Sioux. Ça, c'est combien la passe? Oui. Dans, comment s'appelle ce film? Mike Figgis, Living Las Vegas. Bon, bien, ça fait 2 points pour Lucien. Lucien, tu auras donc droit ce soir de me donner les
relance. Et on passe tout de suite À la fois, il jouait à domicile. au premier film de la soirée, qui n'est autre donc que Anora de Sean Baker. Annie, I got a kid who wants someone who speaks Russian. Let's go. No, I'm eating my food. You're killing me. He's a spender. Come on, let's go. Hello, this is the beautiful Annie. Hi, I'm Annie. I'm Ivan. It was really weird. Like, I love him. No way. Yes way. Bruh. And I'm seeing him again tonight. Sean Baker est né en 1971 dans le New Jersey. Il a étudié le montage puis la réalisation à New York avant de réaliser son premier long métrage en 2000 qui s'appelle Four Letter Word. Depuis ce coup d'essai, il a écrit, réalisé, produit et monté 7 longs métrages et travaillé aussi pour la télévision. Mais chez nous, il est surtout apparu dans le radar avec Tangerine, non ? Exactement, son film tourné à l'iPhone est sorti en 2015. Après ça, il est entré dans le giron cannois avec The Florida Project en 2017 avec Willem Dafoe, qui était à la quinzaine des réalisateurs, avant son passage en compétition officielle pour Red Rocket en 2021 et la consécration donc cette année. La Palme d'Or revenant à son 8e long métrage, Anora, des mains de la présidente Greta Gerwig. Alors, le pitch, c'est quoi ? À New York, Anora est une jeune fille, elle travaille dans un nightclub aux côtés d'autres lap danseuses, pole danseuses et autres entraîneuses. Une nuit, elle y rencontre Ivan, le fils d'un oligarque russe. Jour après jour, elle passe de plus en plus de temps avec lui, un temps toujours tarifé, c'est important, même hors de la boîte. Elle se prostitue, rencontre les amis d'Ivan, et donc un jour, Anora et Ivan décident de se marier. Les parents d'Ivan la prennent et envoient des sbires aux trousses du couple afin de faire annuler le mariage. Un film donc écrit, produit, réalisé et monté par Sean Baker. Anora est incarnée par Mickey Madison, aperçue dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino en 2019. Le rôle d'Ivan revient à Mark Eidelstein, et enfin Igor, un des sbires susmentionnés, est joué par Yuri Borisov, que certains avaient repéré dans Compartiment numéro 6 de Juho Kuosmanen en 2021. Et c'est Lucien qui commence sur le film de Sean Baker. Bah ouais, alors peut-être pour situer un peu d'où je parle, moi je suis allé voir Anora entrer dans les pieds pour la simple et bonne raison que j'ai pas vu de Red Rocket, mais j'ai vu Tangerine et Florida Project, et j'avais absolument pas aimé les deux pour une raison assez semblable. C'était que je sentais des films qui cherchaient à retranscrire une certaine réalité avec un dispositif filmique qui me sortait en permanence de cette réalité. Donc en fait, je voyais un truc qui essayait de me faire croire à la véracité de ce qu'il me montrait, mais embué englobé dans un système qui m'en tenait toujours à l'écart. Et donc je trouvais ça un peu poseur, pas très intéressant. Et donc je vais voir ce film simplement parce que Palme d'Or, parce que inscrit au programme, inscrit au programme, et puis c'est tout. Et en fait, étonnamment, très rapidement, j'ai été happé par le film. J'ai d'abord été surpris par un film qui propose des personnages qui existent, mais en une fraction de seconde, qui sont fort bien interprétés, je trouve. C'est un terme qu'on lit beaucoup quand on s'intéresse au cinéma, et a fortiori à ce genre de film. Et c'est un terme que je trouve toujours un peu galvaudé, mais là, c'est assez vrai. Il y a un truc assez ample et tragique, et en même temps très drôle. Donc c'est typiquement le genre de film pour lequel on peut sortir ce mot fourre-tout qui est tragicomédie. Pour le coup, j'ai cru absolument directement à tout ce que je voyais. Quand bien même le film a tout un tas de défauts, je pense toute la première partie qui est vraiment montée comme un reel Instagram, mais bon, par la suite on comprend pourquoi, et ça a toute une logique. Un reel Instagram horizontal. Ouais, horizontal heureusement. Mais bon, je veux dire, il y a une certaine systématique, c'est très cut, il y a toutes des séquences qui reviennent un peu tout le temps comme ça, c'est vraiment typiquement le genre de truc qu'on peut voir sur Instagram, mais tout ça est lié à la progression dramatique du récit. Et tu sais qu'à un moment ça va s'arrêter. Et à un moment ça s'arrête en effet. Alors il y a par la suite, justement, je trouve que le film tire beaucoup d'effets comiques de son montage. Alors je trouve qu'à certains moments, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi telle ou telle scène est cadrée comme ça. Je trouve que c'est à la limite. Mais tout ce que je vois dans le cadre m'intéresse en fait. Toutes les interactions entre ces personnages, je crois à tout. Je trouve le personnage d'Anora hyper intéressant. J'aime aussi beaucoup le personnage du garde du corps Igor, qui sont en fait des personnages très semblables, et ce qui amène leurs arcs narratifs à se terminer, si je puis dire, ensemble dans la fin du film. Et puis alors il y a tout le propos du film, et là je trouve que Sean Baker est très très malin dans sa manière de le déployer.
Alors je pense que le film peut être lu de différentes manières. Il y a tout le rapport, entre autres, de ces deux personnages qui ne subsistent, entre guillemets, que par leur corps, de manières très différentes, mais c'est toute la beauté du truc. Et puis aussi à quel point l'argent pervertit tout, y compris les relations sociales, sexuelles, etc. Et ça ne passe pas que par les arcs principaux du film, enfin des personnages principaux du film, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, et dans les petits détails. Et c'est là-dessus, on sent que le mec, c'est exactement là où il veut aller. Je peux donner quelques exemples. Et comment les gens ont perdu le sens des interactions humaines. En fait. Mais ouais, et c'est que tout la passe scène de par fin, c'est l'argent. ça, quoi. Et le pouvoir que découle l'argent, par exemple, je prends un exemple tout con, mais c'est un truc qui est presque en arrière-plan, mine de rien. À un moment, ils vont à Las Vegas, ils rentrent dans un casino. Le personnage du jeune oligarque fait une bête blague au maître d'hôtel en lui disant comment est-ce que vous avez pu me faire attendre, etc. Et puis il lui tape dans le dos en disant je rigole parce que le mec est en train de se liquéfier. Qu'est-ce qui se passe dans la seconde où l'oligarque quitte le plan? Lui-même répercute cette pression, je vais dire, qu'il vient de subir sur le bagagiste. Et en fait, c'est des petites choses comme ça. Alors, je cite un exemple, mais il y en a au moins 25 dans le film. Des petites choses comme ça tout le temps, qui démontrent de l'absolue maîtrise du réalisateur dans son projet. Très bien, Manu. Non, moi j'étais assez saisi et assez accueilli par le film. Alors pour le coup, j'y suis pas allé avec les pieds de plomb. J'y suis allé en connaissant absolument rien du cinéma de Sean Baker. Je n'avais pas vu ses films précédents. J'ai été happé très rapidement par le film, par juste cette actrice qui est juste magnifique et qui incarne ce personnage tout de suite dès le premier plan, quoi. Le côté très frontal de la mise en scène de Baker qui ne cherche pas, il n'y a pas un aspect pudimonderie dans la manière de dépeindre ce monde-là qui est très cru, mais à la fois que j'ai trouvé très juste. Je trouve effectivement le film se déploie vraiment à partir au moment où le récit vraiment se déploie, qui est ce moment où la famille va réagir vis-à-vis de ce qui est cette longue introduction un peu effectivement montée comme un clip un petit peu où tu sens que ce rêve ne va durer qu'un temps, qu'une semaine. Une semaine tarifée en plus. Et là, ça se déploie lors de cette scène qui est jubilatoire, qui est la scène de confrontation avec les gardes, qui est quasiment filmée en temps réel, quoi. Je pense que c'est une vingtaine, trentaine de minutes dans le film. Qui est hyper slapstick. Voilà, elle est drôle, elle est brutale. Je l'ai vu dans une salle remplie, tu vois le public qui réagit. C'est ça aussi qui est très agréable, c'est de voir aussi un film canois sur un sujet qui est pas forcément un sujet mainstream, mais un film extrêmement populaire, qui fonctionne vraiment. L'étiquetage, tu vois, label Cannes pourrait, entre guillemets, être un peu repoussoir. Pas du tout, c'est un film vraiment extrêmement populaire, mais dans le bon sens du terme. Après, je pense qu'effectivement, un des écueils du film, c'est que il est monteur de son film. Je pense qu'à des moments, il est un peu trop amoureux de ses scènes, un peu trop amoureux de ses acteurs. Et donc, cette logique d'étirer chaque fois les scènes de comédie, ça marche la plupart du temps parce qu'il y a des super acteurs, etc., et que ça fonctionne à plein régime. Mais à des moments, tu te dis, tu tires un petit peu le fil de ta narration, un peu too much. T'as peut-être refait ce gag-là avec le même personnage un peu trop de fois, tu vois. Mais ça reste que ça emporte l'adhésion. Il y a quand même un plaisir de ces acteurs qui transparaît à l'écran. Et je trouve le dernier virage du récit, la dernière scène du film, extrêmement émouvante sur ces deux personnages qui sont complètement paumés. Elle qui ne sait même plus comment réagir vis-à-vis de lui, la scène dans la bagnole. Je me suis dit, mais est-ce qu'il va finir dans un truc complètement bateau, une sorte de happy end un peu forcé ou un peu cuculapraline qui serait complètement malvenu? Non, il arrive à créer un truc que je n'ai pas spoilé parce que ce serait vraiment dommage, mais je trouve la dernière séquence bouleversante, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Les personnages existent, comme tu l'as dit, immédiatement. Enfin voilà, toutes les interactions qu'elle a aussi au sein du nightclub, on y croit vraiment avec le patron, les autres filles, etc. Tout le côté un peu conte de fées aussi qu'elle vit au début du film, tout ce truc. Cendrillon. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Cendrillon. Et je trouve qu'il y a vraiment un trait de génie aussi voilà, un truc très très inspiré dans cette deuxième partie, qui est que le temps va se compresser très fort. En fait, toute la partie, à partir du moment où il y a ces trois sbires arméniens qui arrivent, qui sont géniaux parce qu'en plus ils sont aussi à plusieurs niveaux. C'est tous des personnages qui en plus ont un trajet, qui sont pas seulement là pour être drôles et qui sont pas des personnages simples. C'est tous des personnages complexes, même si ils sont là pour, en tout cas au début, juste pour faire rire quelque part. Mais voilà, ils vont tous se déployer. Je trouve qu'à partir du moment où il y a cette grande scène de slapstick, comme vous l'avez dit, au milieu du film, où en plus Anora montre son caractère extrêmement combatif, en fait,
Là, le film, il y a une espèce de time lock. Donc, en gros, on sait que ça va durer sur une nuit et un jour, à peu de choses près. Et là, c'est vraiment... on est embarqué, en fait, dans un deuxième mouvement du film qui est extrêmement plaisant, drôle, quelque part un peu haletant, puisqu'on est à la recherche de ce Ivan qui a foutu le camp. Ce côté After Hours de Scorsese, mais pour le coup, pas emprunté, à mon sens. C'est assez naturel. Oui, tout à fait. Et en plus, il y a en parallèle cette relation qui se construit avec Igor, l'un des trois sbires, qui est vraiment la relation entre Anora et Igor, se construit petit à petit. Et c'est vraiment assez beau et très finement écrit et très finement joué, la manière complexe. dont les liens se tissent entre les deux. Je trouve d'ailleurs que l'intervention d'Igor, quand il est face à la matrioshka, à la mère russe, est assez génial aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé toute cette scène aussi avec les parents russes. Et c'est quand il est le seul à prendre sa défense. Ouais, tout à fait, voilà. Mais quoique justement l'Arménien le plus vieux des deux, va aussi quelque part devenir protecteur envers Anora vers la fin du film. Enfin bon, soit. Et là où je pouvais avoir à la fin un certain déficit, je pense, d'émotion, à part cette espèce d'excitation de voir ce film vraiment extrêmement drôle et cette comédie se déployer, je pouvais avoir peut-être peu de clés sur le personnage d'Anora, justement, et avoir un petit déficit d'émotion et peut-être sentir un petit peu une certaine longueur, justement, dans la toute fin, dans le dernier on va dire, mouvement du film. Et puis alors la scène finale, elle m'a complètement rattrapé. Je veux dire, émotionnellement, elle est super forte. Elle fonctionne à fond la caisse. Elle te fait relire tout le film. Et justement, elle donne un propos au film sur justement les corps comme la valeur marchande des corps, quoi. Le fait que les corps soient devenus des objets aussi d'échange et dans une société de consommation qui est en fait dépeinte tout le long du film dans ses travers. Et c'est tout un truc que tu as... à la revoyure, tu vois. Donc c'est vraiment un film purement pour transmission parce que qui te donne du plaisir immédiat et qui en plus te donne du grain à moudre quand tu rentres chez toi, quoi. C'est vraiment un film qui est fort sur son sujet même. Et d'ailleurs, quand on pense à Ivan, donc le personnage du jeune oligarque, c'est vraiment un petit con, mais quelque part, Sean Baker, là, je sais pas encore à quoi ça tient, mais j'ai du mal un peu à le détester. Et je vois, oui, il est tout le temps dans la consommation. Tu parles du personnage de Sean Baker. Non, je parle du personnage d'Ivan, le jeune oligarque, fils d'oligarque. Il est montré constamment dans la consommation. Il y a ce truc avec la cigarette électronique qui est tout le long du film. Ouais. Et c'est vraiment un petit con. Voilà, on devrait le haïr. Et finalement, j'ai quand même du mal à le détester. Et ça, c'est un peu un mystère pour moi, quoi. C'est aussi parce qu'il a une forme d'énergie adolescente comme ça qui est un peu... c'est aussi la forme tragicomique du récit qui porte à ça. Et entre guillemets, même la mère détestable, en fait, elle est tellement à côté de la plaque, elle est tellement dans un registre tragicomique, cette matrioshka, qu'elle aussi, tu n'arrives même pas à la détester, quoi, tu vois. Non, mais c'est un des trucs qui est vraiment brillant dans ce film, c'est que pour le coup, on va peut-être parler d'un autre film aussi qui flirte un peu toujours avec la complexité des choses, mais ici, tous les personnages existent, tous les personnages sont intéressants, aucun n'est uniforme, aucun n'est intégralement détestable, ils ont tous quelque chose de, même entre guillemets, ceux qui pourraient être considérés comme les grands méchants du film, entre guillemets. Et en fait, vous parliez de After Hours de Scorsese, mais moi, ça m'a fait penser à un autre film. Film des frères Safdie. Exactement. Mais en fait, moi, je sais qu'on n'avait pas tel... moi, Good Time, c'est un film que j'aime vraiment bien. C'était le dernier qu'on avait... Enfin, je pense ici... Uncut Gems, on n'avait pas trop aimé. Mais Good Time, je trouve que c'est un film intéressant. Et les films ont pas mal de similitudes, entre autres dans leur rythme et dans leur mélange de comédie et d'intrigue, entre guillemets. Et aussi, je trouvais les Safdie me paraissent beaucoup plus empruntés dans leur manière de faire référence à Scorsese, ce qui n'est pas du tout le cas chez Baker. Mais par contre, il y a un point commun entre les deux films, c'est que c'était New York, si mes souvenirs sont bons, dans Good Times, que je trouvais la ville ressortait assez bien du film, comme ici, je trouve Little Odessa, j'y crois aussi tout du long, surtout sur la fin. Il y a une forme même, je trouve, sur la dernière scène de féerie du lieu comme ça qui rajoute au côté, on parlait un peu Cendrillon mais version neige boueuse, quoi, tu vois. C'est vraiment un super film. Et aussi on parlait de comédie un peu slapstick à certains moments qui joue énormément des corps. Alors c'est un peu une geste ouais, c'est ça, bateau de critique, mais là je trouve ça porte vraiment tout son sens de filmer en tout cas ces deux personnages, Igor et Nora,
de créer de la comédie de par leur corps, en fait. Et c'est assez brillamment. Sean Baker en joue assez brillamment. Et puis pour corroborer ce que disait Oli, c'est vraiment un film qui est à la fois extrêmement complexe dans ce qu'il raconte et absolument limpide. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'on attend, quoi. Très bien, merci messieurs. Eh bien, je crois qu'on est d'accord et qu'on n'a pas beaucoup plus à tergiverser. Alors, je vous propose de passer tout de suite au deuxième film de la soirée qui n'est autre que Juror No. 2 de Clint Eastwood. It was last October. It was raining, and I hit something. I got out the car and I looked around. I checked, I didn't see anything, and I figured it was a deer that ran off. Okay, what's the problem? I got called for jury duty. Mais quand s'arrêtera-t-il? À 94 ans, le mythique Clint Eastwood a donc réalisé un nouveau long métrage, son 41e, qui fait suite au décevant Cry Macho en 2021. Enfin, je ne l'ai pas vu, mais vous l'avez vu et vous savez que vous m'avez dit que c'était décevant. On ne critique pas Dieu comme ça. Impunément, Olivier, tu payeras ça. D'autant qu'il y a un des plus beaux plans de sa film. Fais attention à ce que tu dis. Ce nouvel opus se déroule de nos jours en Géorgie. Justin Kemp est journaliste, alcoolique repenti, et sur le point de devenir père de famille. Mais le voilà sélectionné pour intégrer le jury d'un procès pour meurtre très médiatisé. Mais au fur et à mesure de l'avancement du procès, Justin se rend compte de sa possible implication dans l'affaire et se retrouve face à un dilemme moral bien corsé. Ouais, tu balances le pitch comme ça, toi. Tu cites même pas quelques films de Clint ? Attends. Le scénario est le premier pour le cinéma écrit par Jonathan Abrams. La photographie est du Québécois Yves Bélanger qui a travaillé avec le maître déjà sur La Mule en 2018 et Le Cas Richard Jewell en 2019. Le montage est du fidèle vétéran Joel Cox qui a travaillé sur plusieurs de ses chefs-d'œuvre, dont Impitoyable en 1992 ou Mystic River en 2003. Ah bah voilà. Justin est interprété par Nicolas Hoult, inoubliable Nux de Mad Max Fury Road. Et on retrouve aussi au casting Toni Collette, Kiefer Sutherland ou J.K. Simmons. Pour citer les gens les plus connus, mais qui n'ont pas forcément les plus gros rôles. Ce bon vieux Kiefer, on ne le voit pas beaucoup dans le film, en fait. Et alors, Manu a la flemme de commencer sur le film. Alors, c'est moi. Alors, bon, j'ai passé quand même un très bon moment à voir Juror No. 2. J'ai trouvé que c'était un film bien raconté, efficace, plutôt bien écrit, parce que justement, le dilemme moral dans lequel se trouve pris Justin Kemp ou ce bon vieux Nux, là, Nicolas Hoult, il est bien exposé et il est vraiment un côté inextricable. Et il y a un truc qui est intéressant, je trouve, dans le film, et je ne développerai pas beaucoup plus loin que ça, c'est que en fait, cette espèce de conflit interne et cette espèce de malaise moral, il va contaminer progressivement le personnage de Toni Collette. C'est assez intéressant la manière dont le truc se transmet, cette espèce de malaise, cette espèce de position d'entre-deux chaises morale. C'est quand même un truc qui va contaminer plus ou moins les personnages et qui va même, au final, quelque part, Clint Eastwood va laisser aussi un peu le spectateur avec ce dilemme-là et de lui laisser quelque part le choix de décider non seulement de ce que sa fin veut dire, même si je pense quand même que Clint Eastwood se positionne d'un côté, mais en tout cas il laisse le spectateur avec ce même dilemme et de savoir comment est-ce que vraiment entre la justice ou la vie de famille, pour aller vite fait, est-ce que lui-même se positionne, et je trouve que ça c'est vraiment intéressant dans le film. Et c'est intéressant dans un film de Clint Eastwood qui, quand même, dans les années 80, 70-80, était très régulièrement accusé de manichéisme, de faire un film aussi... Ce qui était déjà absurde dans les années 80. Aussi gris, quoi. Donc, je vous laisse avec ça. Ouais, alors plusieurs choses. D'abord, c'est très vrai ce que tu dis. Je voulais juste appuyer sur le fait à quel point moi je trouve que Toni Collette joue extrêmement bien cette montée du doute.
et à quel point en fait le film l'incarne dès le départ, c'est-à-dire quasi depuis les premières scènes, passé la présentation du couple, on voit tout de suite la présentation du couple qui est quasiment presque une image d'Épinal. Oui, absolument. Et juste après ça, on sent qu'il pose déjà les bases de ce doute qui va faire que grandir au long du film. Et c'est ça qui rend cette intrigue aussi tenante, aussi prenante, et qui fait qu'en fait, moi, le film est passé à une vitesse folle. Enfin, j'ai pas vu les 2 heures quasi passer. C'est ce côté ligne claire de la narration de Clint Eastwood, sans affaîtrise. Tu as l'impression que le film est assez simple, puis au fur et à mesure, il t'emmène dans des zones extrêmement classique, mais de plus en plus loin, où ta bascule morale, en fait, tu n'arrives plus à la sous-peser, quoi. Tu dis la fin est ouverte, tu penses que lui-même tranche. C'est loin d'être aussi clair, en fait. C'est là où je trouve le film passionnant. Alors, j'ai une toute petite réserve, moi, quand même, sur le dernier tiers du récit, où je trouve qu'il y a une sorte de bascule sur le comportement du personnage principal, où tout d'un coup, cette absence du procès, la manière dont la fin du procès est un peu précipitée, je trouve qu'à mon sens, il y a une sorte de creux scénaristique que j'ai du mal à encore évaluer un jour après la projection. Mais c'est un film qui, comme beaucoup de grands films de Clint Eastwood, te cueille en fait par sa simplicité d'exécution. Oui, son évidence à nouveau. Non, il y a un truc qui est fascinant dans ce film et dans la carrière de Clint Eastwood, c'est que je vais sortir une formule un peu bateau, mais c'est ton soir, Lucien, les formules bateau, tragicomédie. Non mais film crépusculaire. Non mais évidemment, on pense à Preminger et à 12 hommes en colère. Et à Justine Triet. Ouais. Surtout à 12 hommes en colère. Oui, surtout à 12 hommes en colère. On pourrait dire que dans ce film-là, Clint Eastwood se lumétise, entre guillemets, en allant chercher un peu ses zones de gris, mais de la même manière qu'en fait, Lumet s'est lumétisé lui-même au fur et à mesure de sa carrière. C'est-à-dire que 12 hommes en colère est un film beaucoup plus, entre guillemets, moraliste que les derniers films de Lumet, quoi. Et on retrouve un peu ce trajet-là, entre guillemets, dans la carrière d'Eastwood par rapport à toutes ces questions, justement, de justice. Et là, je trouve que c'est un film qui est vraiment particulièrement malin là-dessus. Et à nouveau, comme le film dont on a parlé juste avant, extrêmement complexe dans les préceptes qu'ils développent. C'est pour ça, moi, extrêmement simple c'est vraiment une vulgarisation du système judiciaire américain, quoi. Le premier tiers du film ne sert presque que à ça, quoi, à mettre en avant comment fonctionne ce système judiciaire. Il y a même un moment, et pour le coup, la mise en scène embrasse assez bien ça. Enfin bon, bref, le film est très classique. Il fait pas de vagues entre guillemets formelles, mais par contre, c'est tight, quoi. Il sait exactement ce qu'il fait, le moindre mouvement de caméra à son sens. Oui, et puis comment, en fait, par des procédés de mise en scène très simples, en fait, c'est anecdotique, mais le début du film, c'est la femme du personnage de Nicolas Hoult qui rentre dans cette chambre, qui lui dévoile la chambre du bébé. Elle a les yeux bandés, comme le personnage qu'incarne la statue de la justice. De la justice. Donc, tu as cette confrontation dès le début avec cette intrication entre la justice, la vie de famille, la notion de vérité. Donc le film, en fait, j'ai beaucoup de mal à en parler parce que je trouve que c'est un film, en fait, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Donc après juste juste 24 heures et puis les 24 heures qu'on a passées d'en parler. Mais voilà, je pense que c'est un film qui gagnera. Je pense être redébattu en fin d'année pour en percer un petit peu toutes les strates. Non, mais ça, je suis absolument d'accord. Moi, j'ai quand même un peu la sensation, je dis ça un peu à chaud, mais d'avoir vu quand même deux des films qui se retrouveront parmi les films qui m'ont marqué cette année. Quand bien même, je leur trouve des menus défauts. Et ici, je pense que le film a tendance, peut-être un peu comme certains précédents Clint Eastwood, qu'on aimait pourtant énormément. Un peu trop figé. Ouais, et peut-être à commencer à développer des choses qu'il ne va pas vraiment totalement utiliser. Tout le rapport à la précédente grossesse de cette famille, pas hyper intéressant dans le tableau global. Ça sert quand même de point d'accroche sur l'alcoolisme. Je trouve mais son alcoolisme très bien, parce que ça ancre aussi d'un point de vue purement pratico-pratique, je veux dire, le récit. En fait, je trouve que c'est un film qui va tellement droit au but par rapport à ce qu'il veut raconter que je me dis ça, on aurait très bien pu s'en passer. Le film aurait été d'autant plus ligne claire, comme tu le dis. Ouais, mais c'est quelque chose qui te place, toi, un spectateur, encore plus dans les basques du personnage et qui fait vraiment te dire à quel moment il se rend coupable vraiment de quelque chose. Est-ce que c'est justement dans tout ce processus où à ce moment il choisit quand même de préserver cette vie de famille parce qu'il en connaît les conséquences, mais à la fois il cherche à rallier à sa cause
une partie du jury pour atteindre un verdict de non-culpabilité, ce qu'il n'arrivera pas à faire. Et tu te demandes, est-ce que c'est pas à ce moment-là... Il choisira aussi de Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il faute le plus, en fait? C'est là-dessus que le film est complexe. Mais... Et encore une fois, il ramène cette idée d'épée de Damoclès au-dessus du personnage qui répond, ou du moins qui convoque des questions qui sont en fait très actuelles, comme celle du féminicide, avec cette confrontation finale, au travers en fait, d'un personnage qui, au-delà de cette tractation politique, a bâti entre guillemets toute son image sur la défense du droit des femmes. Et c'est assez intéressant de voir Eastwood observer tout ça en fin de carrière dans ce qui est peut-être son dernier film. C'est intéressant qu'on essaie... Depuis plusieurs années, depuis Anatomie d'une chute, entre guillemets, on a quand même pas mal de films qui questionnent on va dire les limites de la justice, ou en tout cas ses ambivalences, son caractère hautement subjectif. Enfin, c'est étrange que ça... Mais par exemple, un film comme celui de Justine Triet fonctionne presque que sur une seule note, en fait. Là, le film est beaucoup plus complexe sur les strates judiciaires américaines, sur réellement une ambivalence morale. Moi, je trouve pas qu'il y ait vraiment d'ambivalence morale dans le film de Trier. Je trouve que le film de Trier charrie beaucoup moins de questionnements, à mon sens. C'est particulièrement prégnant, en effet, sur la justice, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des questions qui se posent de plus en plus par rapport aux institutions. De plus en plus, j'ai l'impression, en tout cas, c'est pas une pensée très construite là, mais j'ai l'impression que de plus en plus on questionne les institutions de manière générale, que ce soit la police, que ce soit la scolarité, que ce soit le système scolaire, la justice, et peut-être particulièrement dans une société qui s'est jamais autant posé de questions sur la binarité ou la non-binarité, sur tout un tas de sujets, et qui en fait ne fait que découler sur des propositions morales extrêmement binaires, justement. À l'encontre, il y a un truc qui est très éclaté moralement qui se passe dans la société contemporaine. Et je trouve que c'est pas étonnant que des artistes comme Clint Eastwood, comme Justine Triet ou comme bien d'autres... Justine Triet. Ça serait Clint Eastwood et Justine Triet. Ça, dans la même phrase, c'est dur. Ouais. Bah ouais, après, je pense que le film de Triet avait plein de qualités. Bref, je trouve pas ça étonnant que des cinéastes en fait se posent des questions là-dessus, particulièrement aujourd'hui, quand bien même il y a eu des très grands films qui se posaient des questions sur la justice depuis plus ou moins toujours. Donc, Très bien, merci messieurs. Eh bien écoutez, on s'arrêtera là je pense sur le film de Clint Eastwood et on va passer au conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Alors, ce soir en magasin, nous avons Lucien Alflands qui a un conseil. Lucien, quel est ton conseil ? C'est d'écouter en podcast l'émission Plan Large de France Culture, dans laquelle ils ont reçu dernièrement John McTiernan. J'ai trouvé l'interview super intéressante, très libre comme ça, dans leur manière d'aborder les choses. Ils parlent au final, alors bien sûr ils parlent de cinéma, mais pas tant que ça au final. Et en fait, d'écouter McTiernan sur tout un tas de sujets différents, je me suis dit qu'en fait, si ce mec n'avait pas été un immense réalisateur, ça aurait été un immense linguiste, sociologue ou que sais-je, mais ce mec est brillant, quoi, et il est passionnant à écouter, donc vraiment, l'interview n'est pas hyper longue, elle fait, je pense, c'est une demi-heure comme ça, mais ça passe sur tout un tas de sujets très très larges qui naissent toujours des films de McTiernan, c'est-à-dire que les questions viennent des films de McTiernan, mais McTiernan a tendance à s'en extraire pour prendre un peu de recul par rapport aux potentielles choses que peuvent soulever ces questions. Et vraiment, je me suis dit que c'était un homme brillant, et pas que à propos du cinéma. Et moi, vu que j'ai pas de conseils, Olivier, est-ce que tu en as, toi ? Non, moi pas spécialement. Alors je peux dire qu'on a fait une interview de John McTiernan qui est sur notre chaîne YouTube et que vous pouvez aller la voir, et qu'elle est vraiment passionnante, beaucoup plus que celle qui est dans Plan Large, que j'ai pas encore écoutée, mais je suis sûr que la nôtre est beaucoup mieux. Les deux sont excellentes. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que Tony Zhou a réactivé sa chaîne YouTube. Il a balancé donc Every Frame a Painting et de nouveau en vie. Il y a 2 nouvelles vidéos, je pense. C'est un régal, ouais. Eh bien, merci beaucoup, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Voilà, un numéro assez court de transmission aujourd'hui, mais on fera peut-être plus long la fois prochaine. Peut-être qu'il y a des films qui nous attendent. En tout cas, nous, on a des projets en magasin. On vous laissera découvrir ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers auditeurs, chères auditrices, et à très bientôt. Au revoir.